invités, par ordre d'apparition, vous avez Mélanie Maudran, alias Claire Estrella, donc personnage principal de la série de France 2 dont on va parler dans un instant, qui est accompagnée de son producteur Thomas Desmatteis. Bonjour à vous. Et nous a rejoint également Sébastien Charby de Telle France. Attendez, je change de tabouret parce que je suis pas très bien installée et surtout je ne vous vois pas. Qui produit Plus belle la vie pour France 3. Voilà, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on va traiter ici. C'est même sans doute l'un des enjeux médiatiques les plus forts de l'année, parce que pendant des années, les chaînes se sont livrées des batailles féroces à coups de talk-show. Le Grand Journal, l'Info du Vrai, C'est à vous, Quotidien, 28 minutes, etc. Et en fait, tout ça a laissé place à une sorte de guerre des soap-opéras qui était assez inattendue il y a quelques années. Je pense qu'on ne pouvait pas forcément la prédire, puisque les trois chaînes principalement regardées à cette heure-là en produisent chacune une, et tout ça se retrouve dans un mouchoir de poche en termes de créneaux horaires et en termes d'audience. Voilà, alors je vous propose qu'on en parle ensemble, comment on installe ces séries, qu'est-ce qui fait une série populaire, qu'est-ce qui fait la patte française de ce qui est quand même né d'une école américaine, et surtout comment on les produit, parce que vous tous, évidemment, vous avez les mains dans une machine qui demande d'industrialiser la production de la fiction. Un mot d'abord avec vous, Mélanie Maudran, qui êtes comédienne. On va peut-être dire, pour ceux qui ont jamais vu la série, Claire Estrella, c'est le personnage principal. Claire Estrella revient à Montpellier. Claire Estrella est accusée de meurtre. Claire Estrella retrouve un amour de jeunesse. Donc, contrairement à Plus belle la vie, qui a tout de suite été une série chorale, évidemment, là, vous êtes au cœur d'une série chorale, mais qui a reposé énormément tout de suite sur vos épaules, ce qui a demandé un engagement très conséquent pour une comédienne, en termes de temps, notamment, et de présence à l'antenne. Et puis surtout, vous êtes un point central dans le scénario. Ça a été une réflexion pour vous, avant de vous engager sur une fiction qui était aussi importante pour France Télévisions, et un personnage aussi important pour cette fiction en particulier? Alors oui, effectivement, ça a demandé une réflexion importante pour la comédienne que je suis, pour la mère de famille, la femme, parce que ce genre de série implique un engagement sur le long terme, forcément. Enfin, en tout cas, on l'espère, et c'est vrai que les résultats de l'audience sont plutôt de bon augure. Mais alors Claire ouvre le bal, effectivement. C'est pas pour ça que c'est pas une série chorale aussi. Elle est très présente régulièrement, et d'autant plus au début de l'intrigue. Il lui arrive effectivement plein de choses, Claire Estrella. Et voilà, non, c'est oui, quand Thomas effectivement est venu me parler de ce projet gigantesque que lançait France 2, forcément ça m'a tout de suite parler, plus déjà pour en tant que comédienne, se lancer dans une aventure de cette envergure-là, ouvrir l'histoire et puis porter un projet. On se pose la question aussi de savoir, est-ce qu'on va être marqué à vie par un rôle Écoutez, moi j'ai commencé, alors maintenant il y a quelques temps, ce métier par une série aussi, une quotidienne, puis après j'ai fait d'autres choses, et puis effectivement c'était une époque où on était marqué au fer rouge dès qu'on passait par des séries télé, quotidiennes, n'en parlons pas. Je pense que les choses ont énormément changé en 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas, déjà parce que les produits proposés sont forcément de meilleure qualité, ça a beaucoup changé. Et puis parce que la télé, c'est complètement... les séries télé sont devenues super, quoi. Alors, on va parler avec les deux producteurs qui sont là. On va rentrer justement par le biais des personnages, puisqu'on a l'un des personnages avec nous en chair et en os cet après-midi. Vous avez quasiment une cinquantaine de personnages. Sur Un si grand soleil, on a un petit peu moins que ça, on a une quarantaine de personnages. Quarantaine de personnages, et Plus belle la vie. On est plus proche de la cinquantaine, effectivement. Plus proche de la cinquantaine. Parlons de cette industrialisation de la production de la fiction. Comment est-ce que vous faites évoluer les histoires? Comment est-ce que vous faites évoluer les personnages? Est-ce que vous les faites évoluer, par exemple, en fonction des plébiscites du public, en fonction des audiences? Puisque vous avez un retour quotidien sur la façon dont a été reçu un épisode. Thomas Desmatteis, on commence par vous.
Alors, nous, on est un petit peu jeunes pour même envisager ça aujourd'hui. C'est-à-dire Oui, mais que vous avez quelques années d'ancienneté dans le métier Voilà. aussi, puisque vous avez aussi travaillé sur Plus belle la vie, Tout à fait. avant que Sébastien Jarvit reprenne les commandes. Non, on le prend en considération et on le prend pas en considération. C'est-à-dire que c'est intéressant pour nous de voir quelle est la perception du public des personnages et des intrigues. Ça veut pas nécessairement dire que quand un personnage est plébiscité par le public, il va se retrouver au firmament de la série. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles le public apprécie un personnage sont pas toujours celles qui en font un bon personnage principal. D'accord. Donc c'est pas que le public se trompe, c'est qu'il a un attachement à un personnage, mais il peut adorer un personnage secondaire dans son emploi de personnage secondaire. Donc c'est aussi, les études sont quelque chose qui vont nous servir. Je pense que Sébastien en a nourri beaucoup plus que nous, puisque la série sur laquelle il travaille a plus d'ancienneté. Et donc nous, on le sera aussi sûrement bientôt. Mais c'est plutôt une aide pour nous de la compréhension si on est en relation correcte avec le public, s'il perçoit ce sur quoi on essaye de le faire réagir. Donc c'est plutôt un indicateur de comment cet échange existe entre la série et le public, plutôt que de se dire on va isoler un personnage et le transformer en star. C'est quand même une question très intéressante, Sébastien Jarvit. Est-ce que le public a le pouvoir de tuer un personnage de feuilleton populaire ou au contraire de faire grandir un personnage de feuilleton populaire ? Je pense que le public, il a le pouvoir de se passionner pour un personnage. Et le principe des passions, c'est qu'on peut aimer ou détester. Ouais. Si on se contente de tuer les personnages que les gens détestent, on n'a jamais de méchant dans une série. C'est et ça. comme tout bon Donc schéma un narratif, personnage que il le faut un public antagoniste. déteste est un personnage important dans un scénario ? Je peux vous dire que pendant 2 ans, on a eu une version un peu baroque dans Plus belle la vie d'un tueur en série qui était installé très quotidiennement avec une famille que les gens détestaient. À chaque fois qu'on a un méchant emblématique, les gens le détestent. Dès qu'on le fait disparaître, parce qu'à un moment, les méchants ne durent pas pour toujours, tout le monde nous en veut beaucoup. C'est-à-dire qu'on le déteste et ensuite on le regrette. Évidemment. C'est ça. Évidemment, Mélanie Maudran, votre vie quotidienne a changé. Là, je ne parle pas de l'actrice dans la série, je parle de l'actrice dans la vie, qui est maintenant reconnue comme Claire Estrella dans La Rue. Vous avez un retour, vous, physique, du public dans la rue ? Oui, je vais dans la rue, donc j'ai un mais retour. oui, non, mais je veux dire, les gens, Non, mais effectivement, les gens s'adressent à vous. Les gens après... se sont très rapidement adressés à nous à travers la série, parce qu'ils peuvent aussi nous connaître à travers d'autres projets qu'on a eu avant. Mais un retour extrêmement bienveillant dès le départ, et surtout un ressenti d'un attachement profond très rapidement au personnage. Effectivement, c'était là la force. Donc le samedi matin au marché, on vous parle des épisodes de la semaine, on vous fait des demandes, on vous pose des questions. Là, en plus, en ce moment, on est en plein dans un petit triangle amoureux, disons-le, et les gens, alors parfois je les croise, il faut aller voir Manu. Ou alors un petit clin d'œil entendu, il faut aller voir l'autre. Enfin, il y a des pros Julien, des pros Manu. Et voilà, les gens... on est chez eux tous les soirs. Donc c'est vrai que je pense que c'est peut-être le support qui permet le plus de proximité entre les comédiens et les téléspectateurs, puisqu'on entre chez eux vraiment tous les soirs. Alors, dans ces séries populaires, puisque c'est dans notre sujet du jour, comme on installe une série populaire, est-ce qu'il y a l'idée de créer des histoires intergénérationnelles à des horaires aussi pour des chaînes publiques qui sont des carrefours d'audience ? Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense quand on écrit, quand on fait rentrer des jeunes, des vieux dans le casting ? Est-ce qu'on pense à représenter toutes les générations pour aller chercher dans le public toutes les générations ? Thomas Desmatteis. Alors, on y pense évidemment. Après, au-delà de ça, il y a aussi la présence des multiples générations. Elle est aussi intéressante narrativement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le côté représentation de celui qui regarde la série et qui a envie de retrouver quelqu'un sur lequel il puisse s'attacher. Donc, pas forcément quelqu'un qui soit son double direct, mais enfin quelqu'un qui représente un certain nombre d'aspirations pour lui. Ça, c'est une évidence. Ça, je vous pose la question très concrètement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un énorme enjeu pour les chaînes de rajeunir leur audience. Est-ce qu'on vous a demandé, France 2 vous a demandé de faire figurer une jeune génération avec des instructions très précises pour aller chercher des jeunes? Alors non, ils ne me l'ont pas demandé dans cette perspective-là, mais par contre, il y a une évidence, c'est que les auteurs avec qui je travaille et moi-même, comme on va être sur quelque chose qui s'ancre dans le quotidien, et que du coup, on va entre autres parler de la famille n'existe qu'à la condition que les générations existent, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a famille qu'à la condition qu'il y ait enfants, parents, grands-parents, et qu'il y ait donc parents d'enfants, et qu'eux-mêmes aient des parents, et que cette relation-là joue. Donc,
Donc c'est une nécessité narrative à partir du moment où on veut s'ancrer et parler des individus de 14 ans jusqu'à 80 ans et plus, de faire une place un peu à tout le monde pour que les points de vue puissent exister. Parce que si vous êtes mono point de vue, ça va être très complexe. Donc à l'évidence, il y a une volonté de trouver des gens à qui le public peut s'identifier, mais il y a aussi une vraie nécessité pour pouvoir raconter des histoires riches, intéressantes, que ces générations existent. Et alors, comme on n'a pas décidé de se cantonner à du polar ou à des choses comme ça, et qu'on rentre dans du drama familial et des histoires qui vont toucher l'ensemble de ces personnages, on a besoin qu'ils soient Sébastien Charbit, évidemment, Plus belle la vie a fait plus que ses preuves en matière de représentativité de la société et même de réactivité sur les sujets de société. Là aussi, il y a une volonté intergénérationnelle dans un soap, ou pas nécessairement. Il y a une volonté, je vais dans le sens de Thomas, il y a une volonté de représentativité. Après, la représentativité, elle ne peut pas être basique en se disant, en prenant un enfant de 14 ans, on va parler aux gens de 14 ans. Si je prends quelqu'un de 14 ans qui n'est pas dans la transgression, il parlera aux enfants de 14 ans qui ne sont pas dans la transgression et probablement beaucoup à leurs parents. Si je prends quelqu'un qui a 35 ans, mais qui a encore des rêves d'ado et qui incarne un idéal adolescent, eh ben, il sera représentatif pour cette génération-là. Et en ça, par exemple, le transgenre, qui était un sujet qui nous a beaucoup animé l'année dernière, qui est un sujet qui est transgressif, on avait le point de vue d'un parent, et donc c'était un sujet qui intéressait les parents, alors qu'il était représentatif d'une génération plus d'aujourd'hui d'adolescents. Donc le point de vue, il prévaut largement sur la représentativité juste des comédiens. La représentativité, elle peut exister dans une forme, ce qu'on essaye de faire dans Plus belle la vie, de métissage, parce qu'il y a encore un combat là-dessus pour être sûr, parce que je le dis souvent, moi quand je demande des rôles et qu'il n'y a pas une signification sur l'origine du personnage, dans 99% des cas, on me propose exclusivement des comédiens et comédiennes blanches. Voilà. Et donc là, il y a encore un travail de représentativité nécessaire et une forme de proactivité à avoir. Et là, en matière de diversité, avant de se lancer sur la 2, vous l'avez eu, cette réflexion ? Alors on l'a eu, cette réflexion, mais au-delà de ça, ça fait aussi partie, pour Sébastien comme pour moi, du cahier des charges du groupe France Télévisions. C'est-à-dire que la représentativité fait partie des choses que le service public se doit de représenter sur ses antennes. Et évidemment, dans les 2 séries, à partir du moment où on a autant de personnages, passer à côté, c'est que vous le faites exprès, c'est un choix. C'est-à-dire que donc je crois que dans nos 2 séries, on va retrouver effectivement une représentativité d'un certain nombre de gens qui composent la société française, aussi bien sur les origines ethniques que sur les orientations sexuelles, que sur toutes les différences potentielles qui peuvent exister, sur le handicap, sur des choses comme ça. Est-ce que quand on parle, et là je vais vraiment vous parler de conditions de production, est-ce que quand on parle de séries populaires quotidiennes, est-ce qu'on parle de production low cost? Je m'explique. On va dire que sur France Télévisions, un unitaire de prime time est financé autour du 1 million d'euros. Sans parler évidemment des séries historiques qui nécessitent décors et costumes particuliers. Un épisode de série, pas un unitaire, aux alentours de 800 000 euros. Vous travaillez avec quel budget par épisode? Et justement, où est-ce qu'on fait des économies, sans parler des économies d'échelle, mais où est-ce qu'on fait des économies pour arriver à faire 260 épisodes par saison? Alors moi, je ne sais pas, parce que je travaille pour une structure qui appartient en totalité au groupe France Télévisions, donc moi, je ne fais pas d'économie. Mais vous avez un budget. Mais j'ai un budget que je dois respecter, et là, pour le coup, c'est le volume qui vous dicte de toute façon le coût du produit. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans quelque chose où les montants que vous annonciez, si les chaînes de télévision devaient investir ces montants-là sur des séries comme les nôtres, elles auraient beaucoup de mal à financer d'autres œuvres par ailleurs. Bien entendu, la question ne se pose pas. Donc la question ne se pose pas en ces termes-là. Ça fait partie du modèle et économique. Et la vraie question, c'est derrière comment on produit. Qu'on nous commande des quantités aussi importantes d'épisodes nous permet de rentrer dans une rationalisation. Et moi, je parlerais plus de rationalisation que d'industrialisation, parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, parce qu'il y a une forme de simplification là-dedans. Voilà. Alors qu'en réalité, on ressemble plus à un artisanat très rationalisé. Mais fondamentalement, vous allez retrouver sur l'ensemble des plateaux de nos 2 séries, mais aussi de celle de TF1, Demain nous appartient, à peu près les mêmes postes que vous allez retrouver sur des fictions plus lourdes. C'est juste que parfois les gens sont moins nombreux, mais aussi qu'on va les faire travailler un peu différemment, un peu plus vite,
parfois, mais le fait aussi d'avoir des scènes qui vont se passer tout au même endroit. Enfin, on est dans une logique qui n'est pas exactement la même que celle des séries de 52 minutes de prime time, et donc effectivement ça nous permet de penser des modèles un peu différents et qui nous permettent de rentrer dans une économie qui n'est pas nécessairement synonyme Soyons de un petit faible peu plus qualité. concrets, Sébastien Charby. Non mais je ne sais pas si je vais être plus concret, c'est juste qu'à chaque fois qu'on nous parle d'argent, moi je réponds temps. En fait, ce qui fait la grosse différence, c'est le temps qu'on accorde à faire les choses. Donc forcément, à la fin, c'est une variable d'argent. Mais aujourd'hui, oui, quand on diffuse un épisode par jour, effectivement, on le tourne plus vite. Donc forcément, on fait probablement moins de prises. La question, elle n'est pas est-ce qu'on met plus de moyens, parce que je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'aller concurrencer les studios Marvel pour aller produire des séries fantastiques. C'est pas ça le sujet. Donc je pense que l'argent, il n'est pas dans les moyens démesurés qu'on va mettre en production. Il est dans le temps qu'on se procure. Le temps, je rejoins Thomas, c'est une question d'optimisation. Donc quand on optimise son temps, on arrive à faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire autrement. Nous, on est dans cette obligation-là, et ça a un avantage d'optimiser son temps, parce que ça nous permet d'être en prise avec la société. Et je ne sais pas comment vous dire, mais quand on parle d'argent, on a toujours l'impression qu'on a moins les autres. Quand je parle de temps, j'en ai moins, mais je réagis plus vite que les autres. Donc en fait, on y gagne. C'est-à-dire que la fonction des séries populaires, mais principalement quotidiennes, et principalement de service public, c'est que ça permet aussi d'envisager un discours sur la société qui est beaucoup plus long à se mettre en place dès qu'on parle de séries de prime time, et je réponds même pas quand il s'agit de cinéma. Et ça a une vraie fonction sociétale et qui est pour moi nécessaire, et encore plus quand c'est populaire. Alors, en même temps, c'est quand même un modèle économique à part entière. L'un et l'autre, vous répondez pas là-dessus, mais c'est quand même un modèle économique à part entière. Vous voulez qu'on vous réponde sur moi, je peux vous donner le montant que me donne France Télévisions pour fabriquer la série tous les ans, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas les mêmes montants que des fictions de prime time, de la même manière que dans l'économie audiovisuelle américaine, le day soap, c'est-à-dire le soap de journée et le soap de prime time, ne sont pas produits avec les mêmes moyens. Et que si on a parlé aux États-Unis d'industrialisation de la fiction, c'est aussi parce que la fiction s'est industrialisée avec les médias de masse et l'essor de la télévision, et le soap en a été vraiment le pivot et le levier à ce moment-là. Donc c'est quand même une économie et un système économique à part entière en matière de production. C'est un vrai système économique, là où je vous rejoins. Après, je maintiens que ce n'est pas une industrialisation. Je ne fais pas de fixette là-dessus, mais c'est pas le cas en fait. Donc après, on peut le dire si on veut, mais on dévoie l'utilisation du mot en lui-même, pardon. Mais effectivement, par contre, ce qu'a permis la même chose que la création des studios aux États-Unis quand ils sont apparus, c'est qu'on se retrouve avec, comme disait Sébastien, une logique de comment est-ce qu'on consomme le temps des individus qui sont avec nous et qui collaborent avec nous. Et du coup, on ne le consomme pas exactement de la même manière sur nos plateaux qu'on va le faire sur un plateau de long métrage. Les temps de latence, par exemple, qui peuvent exister à certains moments, les temps pour affiner un certain nombre de petites choses, nous ne l'avons pas nécessairement. Donc, du coup, il faut penser les choses un peu différemment. Et si on veut faire de la qualité, il y a des réflexions un peu différentes qui doivent s'appliquer. Mais sur le fond, le métier que nous pratiquons ressemble quand même furieusement à celui que font nos camarades qui font des séries qui comportent beaucoup moins d'épisodes. Mélanie Maudran, ça m'intéresserait, vous qui vivez ces plateaux de l'intérieur, en fait c'est une espèce de famille qui vit ensemble, donc une famille professionnelle qui vit ensemble pendant des mois et des mois et des mois dans un lieu donné, puisque vous tournez dans la région de Montpellier. Oui, c'est ça qui m'a plu aussi d'ailleurs, c'est de partir sur une aventure au long terme avec des gens avec qui on est en train de constituer une vraie famille. Et effectivement, bon là, moi j'ai pas parlé d'argent, mais en tout cas le temps... On parle pas seulement d'argent, on parle aussi de comment on produit, de comment on réfléchit, et de mon ressenti à moi avec en tant un que rythme effréné. Moi, mon ressenti s'impacte ici sur le temps que nous on a ou pas, justement par rapport à certaines productions effectivement de 90 minutes, d'unitaire, où oui, on a forcément plus de temps, mais c'est juste une autre manière de travailler qui n'est pas du tout inintéressante. Il faut apprendre à être bon en peu de temps, à donner le meilleur rapidement, et puis à savoir travailler vite. C'est ce que j'allais vous dire, c'est des qualités de comédiens qui sont qui demandent autre chose. Qui demandent autre chose. On va chercher d'autres choses. Ouais. Sébastien Charby, vous avez vu passer beaucoup de comédiens. Il y a des comédiens qui s'adaptent très facilement justement à ces conditions de travail, d'autres qui sont absolument pas faits pour ça.
Alors ça se sait pas souvent, mais parfois sur Plus belle la vie, on a des comédiens qui sont passés au cinéma. Dernièrement, on a eu Rufus, qui est un comédien qui est quand même assez connu, qui s'est beaucoup amusé sur la série et qui effectivement est ressorti de là en disant « je suis admiratif du travail que font ces gens-là ». Il n'y avait aucune condescendance en disant « ces gens-là », il y avait juste « ils le font d'une manière où c'est anticipé, c'est réactif, c'est tout de suite ». Dès qu'on est au cinéma, on a un temps de décontation qui est plus long, qui est un luxe. Là, les gens doivent venir en général connaître leur texte en amont, et effectivement, c'est des conditions qui font que ça ne prend pas pour tout le monde. Et ça n'augure en rien de la qualité d'un comédien. C'est une manière de faire dans laquelle on peut rentrer. Et où parfois, quand on rentre là-dedans, ça nous permet aussi de faire ailleurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de comédiens dans Plus belle la vie qui tournent dans d'autres séries, que ce soit dans des rôles de guest, dans des rôles de récurrents. On a des personnages qui sont partis pour mener des carrières à l'extérieur. Et ce que j'entends souvent des autres producteurs, c'est étonnant parce que les comédiens de feuilleton populaire, je parle pas de Plus belle la vie, ce que je connais, mais je suppose que c'est la même chose sur Un si grand soleil, savent se placer par rapport à la lumière, savent travailler avec une équipe, savent comment réagir, savent... Et en fait, ça, c'est quand même un préliminaire à bien faire son métier d'acteur qui est nécessaire. C'est une école. Ah oui, c'est complètement une école. De toute façon, pour être comédien, il y a des comédiens qui ont fait des écoles de théâtre pendant des années, qui ont tourné ou pas derrière. Il y en a d'autres qui n'ont pas de formation théâtrale. Enfin, aujourd'hui, je pense que quand des jeunes comédiens viennent vous demander mais comment il faut faire pour devenir comédien, il n'y a absolument pas de recette secrète parce que c'est un métier. Mais le feuilleton quotidien populaire à une heure de grande écoute, c'est une excellente formation. Mais oui, c'est ce que j'ai dit à Gary, qui joue mon fils, mon grand-fils de 18 ans. Et oui. Voilà, forcément, c'était son premier tournage. Il appréhendait un petit peu une grosse machine comme celle-là et tout. Je lui ai seulement dit, écoute, tu rentres dans la meilleure école possible. Après, effectivement, il y a peut-être des habitudes à pas trop laisser s'installer aussi, à rester vigilant, rester... voilà, mais autrement, c'est une école formidable pour un jeune comédien. Alors, là, son métier comme je vous en prie. Je vais juste vous dire quelque chose. Sur Plus belle la vie, il y a près de 2500... Moi, j'y suis depuis 4 ans, mais depuis l'origine, il y a près de 2500 comédiens qui sont passés sur Plus belle la vie. Des comédiens qui sont venus 2500 pour... Oui, qui sont venus pour... de un jour jusqu'à des gens qui sont là depuis 14 ans, 15 ans même. Et il y a des gens qui ont fait derrière des carrières. Et voilà. Donc là où je rejoins, c'est que c'est une école. Comme dans toute école, ça apprend une partie du métier et pas la totalité. Donc à un moment... voilà, les gens vont apprendre autre chose dans une autre forme de tournage. Et c'est une école en matière de production ? Parce que c'est extrêmement difficile et contraignant à produire. Entre le temps, les budgets, la machine que ça représente, etc. Et évidemment, il y a pas de on ne confie pas ces productions-là à un producteur indépendant. Il faut faire partie d'un groupe, il faut avoir les épaules extrêmement solides, il faut être capable de gérer une énorme logistique. Enfin, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que s'il faut que ces contraintes doivent se transformer au contraire et engendrer de la qualité, il faut un énorme savoir-faire. Thomas Desmattei ou Sébastien Cherbier, allez-y. Je laisserai Thomas, je vais très rapidement. Il y a une énorme chance là-dedans, c'est que c'est un travail qui est nécessairement collectif. Pendant longtemps, la production française était quand même un travail indépendant. C'est vrai sur les auteurs, c'est-à-dire c'était un auteur qui écrivait. Et puis, on avait un monteur qui faisait. Aujourd'hui, moi j'ai un chef monteur qui travaille avec une équipe de 5-6 monteurs en même temps chaque semaine. Et en fait, l'apprentissage de ce travail collectif, l'apprentissage de cette délégation, on a des gens qui sont des opérationnels et des managers aujourd'hui, c'est ça qui permet aussi de travailler plus vite. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres séries où il y a un artisanat qui est encore plus poussé. Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais je dis voilà les critères sous lesquels on peut exécuter ça. Et c'est la même chose en matière de scénario. C'est-à-dire que ça a été aussi, pour le coup, pour l'école française de scénario, une manière d'explorer l'écriture en room, à plusieurs, en équipe, de manière extrêmement réactive. La France avait un certain retard là-dessus, Thomas Desmattei. Non, tout à fait, effectivement, ça fait... Plus belle la vie entre autres, mais je pense que d'autres séries, Cap des Pins, oui. Mélanie avait été une héroïne il y a de cela fort longtemps, quand elle était une petite fille encore, avait déjà quand même mis en place ce genre de choses, donc c'est pas quelque chose ça n'est pas apparu avec Plus belle la vie il y a 15 ans, et voilà, mais ça ne fait effectivement que s'amplifier, et Plus belle la vie, puis les autres séries quotidiennes ont poussé un peu le modèle effectivement beaucoup plus loin aujourd'hui. Après, pour les gens qui y participent, c'est une formation extrêmement intéressante. Ils sont à la fois très nombreux et en même temps, finalement, je pense que sur chacune de nos séries, il y a entre 25 et 30 auteurs qui collaborent. Donc, c'est pas non plus la totalité de la profession qui va passer à travers... Entre 25 et 30 auteurs par série. Oui.
Oui. La vraie question, donc, c'est comment rester productif. Comment rester productif, surtout comment rester productif au sens créatif. C'est-à-dire, voilà, créatif au sens, c'est-à-dire comment continuer à faire évoluer vos personnages, vos histoires, parce que forcément on s'use, parce que forcément on se caricature, parce que forcément les histoires vont vite, donc on les use vite. Je vois Sébastien Charby qui fait oui, vous usez vite les arches narratifs, les intrigues, vous avez l'impression de les essorer rapidement? Non, en fait, c'est juste qu'on a mis plusieurs temps. Aujourd'hui, dans la narration, il y a un temps qui est le temps de l'épisode, celui de la semaine, de la saison. Et en fait, on a des parcours, des destins de personnages qui aujourd'hui enjambent des saisons. Quand on fait Transgenre, on lance ça l'année dernière, ça va couvrir pendant 2 ans le sujet. Et donc, en fait, les histoires, elles viendront s'agréger sur le destin de ce personnage-là. Donc, chaque histoire sera une déclinaison nouvelle parce qu'elle sera portée par un personnage qui lui-même a un destin qui est ancré dans aujourd'hui. Donc, en fait, c'est comme si vous me disiez, ça fait 2000 ans qu'on fait de la musique, les musiques se ressemblent. Non, parce qu'elles sont toujours aussi le fruit d'une époque. D'accord. Eh ben, le dernier mot sera pour Mélanie Maudran, puisque vous êtes le personnage principal de l'arche principale du nouveau feuilleton série de la 2. Vous avez envie de la voir évoluer comment, Claire Estrella? Est-ce que les comédiens ont leur mot à dire dans un feuilleton quotidien populaire parce que c'est vous, parce que vous l'habitez, parce que vous l'incarnez, parce que les dialogues sont dans votre bouche à vous? Est-ce que vous les faites grandir, vous, les comédiens, vos personnages? En fait, à l'origine de l'aventure, Thomas m'a dit en l'occurrence tout de suite qu'il préférait qu'on ne soit pas tellement au courant de ce qui allait se passer. D'accord. Ce à quoi j'adhérais plutôt, puisqu'effectivement, c'est mieux de ne pas anticiper les situations, sachant qu'il lui arrive pas mal de choses aussi. Voilà, c'est mieux de le savoir au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez démarré le tournage. Bon, vous saviez qu'elle se ferait pas assassiner, oui, j'avais une visibilité ou alors qu'elle allait ressusciter vite fait parce que vous aviez quand même signé un contrat, mais au fond, vous ne savez pas ce qui va lui arriver. Non, j'avais quand même une visibilité sur une 15-20 d'épisodes. C'est tout? Mais ouais, c'est pas grand-chose? Non, c'est pas grand-chose. Et après, le temps de tourner ces 15-20 épisodes, Claire, je suis un peu devenue Claire. Ouais. Je me suis approprié le personnage. Justement. Voilà, et du coup, maintenant, Claire fait un peu partie de moi aussi. Enfin, voilà. Et ça a créé un dialogue avec les scénaristes, avec le producteur, Thomas Desmarais. Nécessairement en direct, pas pour l'instant. Au sens où on va pas faire venir Mélanie dans la salle d'écriture et elle va pas collaborer en direct avec les auteurs. Mais à l'évidence, l'incarnation que les comédiens amènent aux personnages transforme les personnages. Et notre perception des personnages, c'est-à-dire que l'auteur principal et moi-même, on a envisagé tout un tas de personnages qu'on a ensuite incarnés avec des comédiens. Et maintenant, il commence à être très différent finalement de ce à quoi on a pensé au début, parce que ça soit Mélanie ou ses camarades qui travaillent avec elle, ont amené des choses à ces personnages, un phrasé, une attitude, un certain nombre de choses qui évidemment imprègnent ceux qui vont ensuite regarder ce qu'ils ont écrit et constater que souvent c'est encore mieux que ce qu'ils avaient écrit, et du coup se nourrir des comédiens et qui du coup de cette manière-là infusent lentement un certain nombre de choses à leurs personnages. Bon, ce que j'ai retenu moi, c'est que producteur de séries populaires sur une grande chaîne à 1 heure de grande écoute, c'est quand même être un démiurge. C'est-à-dire que le public n'a pas le pouvoir de tuer ou de faire grandir un personnage. Les comédiens non plus, mais vous, oui. Merci beaucoup à tous les trois. Il faut bien s'entendre avec son producteur. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous.